suis Lydia Belmondo, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Timothée, les équipes de Wizville que je connais pour avoir travaillé à la mise en place de la satisfaction client pendant un bon moment dans le groupe GPE. Donc GPE, c'est Sergent-Major, Dupareil-Homem et Natalis, dans lequel j'ai œuvré pendant 22 ans. Et depuis maintenant un peu plus de 2 ans, je suis à mon compte et j'accompagne les marques sur des sujets qui soient à la fois stratégiques ou opérationnels, ou en coaching individuel pour toutes les personnes désireuses de dynamiser leur carrière. Voilà pour la petite présentation. Et donc j'ai été sollicitée aujourd'hui pour parler du sujet qui doit tous vous occuper, je pense, sur l'animation d'un réseau d'établissements autour de la satisfaction client. Donc je vais vous faire un partage de tips, un partage d'expériences et en espérant que ça vous apporte des billes pour pouvoir amener vos réseaux à performer de plus en plus sur ce sujet qui est complètement central. Alors, en termes de contexte, sur des données de Retailint, aujourd'hui, on se rend compte que la fréquentation sur le magasin physique est en chute et en chute constante depuis le post-Covid. On est à peu près, alors il y a toujours des différences d'un réseau à l'autre ou d'un secteur d'activité à l'autre, mais on est sur des baisses de 2% de fréquentation à peu près tous les ans. Cette baisse de fréquentation, elle a été largement amortie et compensée par des hausses d'indicateurs commerciaux, que ce soit le taux de transfo ou le panier moyen. Mais en tout cas, on est dans un contexte où la fidélisation et le fait de générer du drive to store est un des enjeux essentiels de la pérennité des marques, quel que soit le secteur d'activité. En parallèle de ça, on est rentré dans une ère d'omnicanalité, donc on ne peut plus être en distinction d'un côté les magasins et de l'autre côté le digital. Et dans ce contexte omnicanal-là, on se rend compte qu'on a eu un démarrage en trombe du e-commerce qui portait les performances des groupes et des marques, et qu'aujourd'hui, c'est en train d'arriver à un montant plateau. Et que le e-commerce, on est plutôt sur du plus 5 d'évolution et non plus sur les plus 44 qu'on a pu connaître, et que là, aujourd'hui, il faut s'interroger de manière omnicanale comment on adresse la satisfaction client et quels sont les leviers. Parce qu'on a des clients qui sont complètement omnicanaux et qui ont besoin d'avoir un parcours hyper fluide et avec une satisfaction client qui n'est plus silotée, mais qui est bien dirigée sur tous les attributs et sur tous les canaux. Donc ça, c'est pour le contexte. De manière un peu plus large, au-delà de la satisfaction client, animer un réseau, c'est quoi? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de directeurs retail et donc je vais rien apprendre à personne ici. Mais il y a aussi peut-être des responsables marketing où ça pourra apprendre un peu. Là, on est purement dans du management. Animer un réseau, c'est quoi? C'est d'abord donner du sens aux équipes. C'est partager et incarner une vision. Si la tête croit moyen à la satisfaction client, vous allez embarquer personne. Donc c'est déjà trouver quels sont les bons sponsors pour incarner et puis pour pouvoir enrôler tout le monde. C'est avoir un cap qui est clair et compréhensible pour tous. Donc c'est aussi vulgariser le message et s'adresser à la bonne personne de la bonne manière pour pouvoir onboarder tout le monde. Donc ça, c'est un prérequis initial dans toute animation de réseau et quel que soit le sujet. Ensuite, c'est le nerf de la guerre, ça l'a toujours été, mais ça l'est de plus en plus avec la rétention des talents et le turnover qu'on peut connaître aujourd'hui, qui est un vrai fléau pour les magasins actuellement. Donc, c'est engager et fédérer les équipes. Et là-bas, il y a des leviers assez simples. Encourager, inciter, challenger, récompenser. J'entendais Timothée qui parlait d'animer en positif. Aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. L'ère de j'anime un petit peu à la sanction, ça nous amène au turnover qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vrai que de le retourner dans l'autre sens, ça a aussi beaucoup de vertus. Co-créer. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les demandes des équipes, c'est d'être acteurs aussi et pas juste des exécutants. Donc la notion de test and learn et de learn, et de co-création, c'est une dimension à mettre en place quand on a envie d'engager ses équipes et d'identifier les leviers de motivation parce qu'ils sont très différents. Alors on parle de génération, on parle de plein de choses, mais aujourd'hui, les leviers de motivation et ce qui va parler à chacun est différent de l'un à l'autre. Donc quand on veut animer quel que soit le sujet, c'est bien aussi de se dire dans mes arguments, est-ce que je touche tout type de profil ou de fréquence de communication. Et animer et piloter la performance, c'est forcément, on est là dans du retail, donc on est dans du business, c'est fixer des objectifs, c'est mesurer les résultats et c'est piloter des KPIs et des plans d'action. Donc ça, c'est une petite to-do générique qui s'applique à tous les sujets et pas que
à la satisfaction client. Donner du sens dans la satisfaction client, c'est quoi ? C'est une importance, c'est de remettre en avant que les avis clients aujourd'hui ont un rôle essentiel dans la prise de décision de l'achat. Et tout le monde est là pour faire du chiffre, donc pour pouvoir convertir n'importe quel consommateur en client servi. Et si aujourd'hui les avis clients sont autant au centre du déclenchement d'achat, ça doit être une stratégie numéro 1, et en tout cas ça doit être adressé. C'est un impact direct sur la fidélité, donc ça Timothée en parlait, mais aussi sur la recommandation client. Aujourd'hui, alors c'est ce qu'on peut appeler la preuve sociale. On a tendance à 90% d'aller là où les autres vont. Donc c'est un phénomène un peu humain. Donc la recommandation, c'est ce qui va aussi permettre de réassurer un achat ou de se dire si tout le monde y va ou si tout le monde est content, je me pose pas de questions, c'est sûr que je peux y aller. Et ça, les avis, c'est une mine d'or parce que ça permet de le faire de manière massive et accessible au plus grand nombre via toutes les plateformes digitales qui les relaient. Et puis, c'est donner du sens, c'est quelle va être la stratégie de chacune de vos entreprises et quelle place elle veut mettre à la satisfaction client. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie, une vraie culture au niveau global de l'entreprise et comment elle est redescendue ? C'est toute la vision. Donc ça, c'est les prérequis sur lesquels, c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir après se dire je peux engager mes équipes derrière. Comment on les engage, les équipes ? Par expérience, le côté en cascade a beaucoup de vertus. Il faut commencer par onboarder en haut et redescendre progressivement pour que chacun fasse son œuvre et accumule. C'est-à-dire que déjà, c'est les directions régionales. Donc, je pars du principe que la direction générale, elle est en phase. Donc, c'est elle qui est censée impulser le sujet. Donc, je fais l'impasse là-dessus. Après, ceux qui sont sur le terrain, c'est les régionaux. Donc, on pourrait embarquer avant les directeurs de zone ou de vous voir un peu selon les organisations, c'est très différent d'une marque à l'autre. Mais les porteurs de bonnes paroles, c'est les régionaux. Donc, comment, en premier lieu, on va les embarquer dans la conviction que c'est le sujet à adresser pour qu'ils puissent le redescendre au deuxième niveau, qui sont les partenaires franchisés et affiliés, qui ne sont pas les plus simples à convaincre, et qui vont être toutes les responsables de boutique ou les responsables de boutique. Et pour que ça redescende aux vendeurs. Moi, je pense que cette idée de cascade, elle a beaucoup de vertus. Souvent, on veut prêcher la parole de manière uniforme partout et on dilue l'engagement. Alors qu'à chaque étape, le sujet il va être vulgarisé et il va être retravailler en fonction des problématiques et des enjeux de chaque métier pour que ça puisse vraiment être une acculturation de démarrage du haut jusqu'à ceux qui mettent en œuvre, c'est-à-dire les vendeurs. Parce que c'est eux qui, en magasin, sont les détenteurs de la note de l'expérience client, même si tout ne repose pas que sur eux. Quand ? Parce que c'est bien de savoir comment on va le faire, mais quand ? C'est d'identifier aussi dans chaque marque quels sont les rendez-vous et quels sont les leviers de communication sur lesquels on peut échanger sur ce sujet-là. La répétition, la régularité, ça marque aussi l'importance qu'on a sur un sujet. Donc si dans chaque communication à des niveaux différents et à des prises de parole avec des angles de vue différents, on a le sujet qui est mis en avant, et ben forcément ça va devenir comme un marronnier, comme une habitude et une vision incarnée. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Les conventions nationales, ça a le mérite d'ancrer les choses et de donner la vision. Les réunions régionaux, parce que comme on le disait en cascade, c'est eux qui font embarquer en premier. Pour que eux, en réunion de région avec leurs équipes, ils puissent le faire aussi. Vous avez toutes vos newsletters réseau, vous avez les réunions, les newsletters de région, et après les visites magasins, parce que c'est là aussi où l'action se passe. J'en parlais tout à l'heure. Après, il faut aussi se dire quels sont les leviers de motivation de chacun et autour de la satisfaction client, quels sont les arguments clés qu'on peut mettre en place en fonction de ce qui va faire agir les collaborateurs. Donc, on a des collaborateurs qui vont être plutôt axés uniquement culture de résultat. Et c'est leur point de mire, c'est celui-là, et c'est souvent le cas pour nos partenaires franchisés, affiliés et les directeurs de magasins. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des arguments très proactifs, c'est-à-dire optimiser le classement en ligne et l'impact des recommandations. Et on est dans une logique de drive to store. Ce que vous faites a un impact sur votre chiffre et sur votre fréquentation.
Augmenter la visibilité locale face aux concurrents. Là, on commence à intéresser plus les affiliés, parce qu'il y a un côté de « on me parle à moi et on ne me parle pas que de la marque ». Et donner à chaque point de vente un rôle actif dans son trafic et son rayonnement local. Et ça, c'est aussi une opportunité un peu différente. Aujourd'hui, le tout n'est pas remis que dans les services marketing des marques, mais chaque magasin peut être acteur de sa visibilité, de la communication de son magasin. Donc ça, c'est un vrai levier et ça parle à beaucoup d'équipes quand on leur en parle comme ça. L'autre levier de motivation, au-delà de la culture du résultat, c'est toutes les équipes qui ont besoin de reconnaissance. Donc là, on peut dire toutes, parce que tout le monde a besoin de reconnaissance. Et il y a une manière de parler un peu différemment. Quand on parle à des magasins, on parle d'indicateurs commerciaux, de progression de chiffre, de taux de transfo, de panier moyen, pourquoi on a 2 € de panier moyen en moins. Et souvent, on va avoir, mais vous ne voyez pas tout ce qu'on fait et vous ne voyez pas la valeur réelle de notre travail. Et bien là, les avis clients, ils permettent de voir ça. Ils permettent de mettre en avant toute la partie qualitative qui n'est pratiquement jamais mise en avant, parce qu'on met en avant de la data, et où on va le mettre en avant en ressenti suite à une visite magasin ou de manière plutôt ressentie et rationnelle. Donc pour toutes les personnes qui ont besoin d'être valorisées et animées, la satisfaction client, c'est la meilleure porte d'entrée pour pouvoir y arriver, parce que là, on est vraiment sur une valorisation d'expérience donnée au client, peu importe quel a été le volume de chiffre d'affaires, parce que souvent, vous ne le mettez même pas en avant. Vous ne remettez pas les deux en même temps, et donc ça a cette vertu-là. Ça a aussi la vertu de diffuser la satisfaction à grande échelle. Pour les un peu plus anciens comme moi, on avait un adage qui était un client satisfait le dit à 1 ou 2 de ses amis, mais un insatisfait va le dire à 10. Ça, grâce aux avis, aujourd'hui, on a une multiplication et les avis positifs sont vus autant que les avis négatifs. Donc ça permet aussi de mettre ça complètement en place et de dire aux équipes, valorisez votre expérience et vous aurez aussi un retour de reconnaissance en réputation beaucoup plus large. Et l'autre levier en argument clé, c'est la notion d'impact. Il y a des gens qui ont besoin d'être animés par le sentiment d'utilité. Et là, l'impact, et moi je vous invite fortement à user de ça, c'est les feedbacks. Aujourd'hui, toutes les remontées de satisfaction client, que ce soit les verbatims ou surtout les points de friction et les irritants, ça permet aussi de prendre des décisions de manière plus centrale et de faire changer les choses. Je vais vous donner un exemple qui peut paraître très basique, mais qui révolutionne un magasin, parce que c'est très concret. Quand vous avez un magasin qui a plus de clim, ça fait partie du jeu, et que ça fait 2 mois qu'il demande à ce qu'on lui change la clim, mais que, on se dit, elle est chère, on ne va pas le faire tout de suite. Et qu'on a 5-6 avis clients sur la clim qui ne vont pas, et que forcément on se dit, oula, là je suis en train de perdre du chiffre, on va investir dans la clim. Donc ça, c'est aussi, ça paraît basique, mais pour des équipes magasins, c'est pas basique. De se dire que la satisfaction client, les remontées clients servent aussi à changer des choses. Il y a plein de choses de personnalisation, de données, de collecte d'informations qui permettent de se dire, OK, on a un problème sur tel sujet, il faut qu'on le règle. Tout ça, ça permet de faire évoluer aussi le contexte de travail et tous les irritants que les magasins gèrent au quotidien, même quand ils ne sont pas à l'initiative. Un colis qui est en retard, c'est pas de la faute du magasin, mais souvent, c'est le client, il va venir en magasin en disant « j'ai commandé, j'ai pas mon colis ». Donc si quelque part, grâce aux avis, ces irritants remontent et sont gérés, et que les solutions sont redescendues au magasin, on engage aussi le fait de dire que c'est un sujet essentiel à traiter qui va être un vrai confort de travail et une pérennité de chiffre d'affaires derrière. Dans les impacts, on peut aussi se rendre compte que beaucoup d'entreprises ont fait le choix d'annuler les politiques de clients mystères. Ça a été une grande mode à un moment donné de se dire on a envie un peu de prendre la température et de savoir ce qui se passe dans nos magasins. Et donc on faisait des vagues de clients mystères avec des gens qui étaient recrutés pour ça, un questionnaire ficelé par la marque et un ressenti pour les équipes magasins d'un peu de flicage. De se dire ok, on vient nous espionner. Depuis les avis clients, aujourd'hui, beaucoup ont abandonné ça parce que les avis clients servent de perception et servent de cet avis client mystère. Et ça permet d'avoir une vraie perception qui est juste et pas un flicage. Donc en termes d'impact, c'est aussi pour les magasins de pouvoir dire « Attendez, là, vous êtes en train de nous dire que, mais regardez les avis, moi, mes clients, ils sont contents. » Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers sur lequel je dois jouer ? Mais en tout cas, c'est vraiment de leur adresser
que le gain de la satisfaction client, il est clairement en drive to store, il est clairement sur le chiffre d'affaires, mais il est aussi sur la valorisation de leur travail et sur la capacité d'impact que ça peut gérer. Et quand on le passe de cette manière-là, généralement, on embarque beaucoup plus de monde. Et comme le sujet est comment embarquer, même si ce n'est pas comme ça que c'est dit, mais ça revient à ça, les équipes terrain autour de la satisfaction client, ça avait du sens de le préciser de cette manière-là. Alors, en magasin, il faut être pratico-pratique, il faut être concret et pas être conceptuel. Donc l'idée, c'est de définir clairement le rôle et les attentes des équipes en magasin. Assurer la meilleure expérience client, il n'y a rien de nouveau. C'est le principe du commerce depuis que le commerce existe. Donc là, on ne leur demande rien de nouveau, on leur demande de faire leur métier. La chose qui va être nouvelle, c'est comment on incite à la collecte des avis. Ça, effectivement, c'est une mission de plus. Je pense que ceux qui drivent des magasins en direct ont l'habitude d'entendre « on est la dernière roue du carrosse et on doit toujours être le réceptacle de tout ce qu'on nous demande et on a toujours à chaque sujet des missions en plus et on nous en demande toujours plus ». Là, finalement, on ne leur demande pas beaucoup plus. On leur demande, comme d'habitude, de faire leur métier et d'assurer la meilleure expérience. Donc ça, on ne bouge pas. OK, inciter à la collecte des avis. Répondre aux avis, et ça, c'est très différent d'une structure à l'autre. Ça, chacun décide comment ils veulent le faire. Et là où, par contre, il y a une nouveauté, mais qui n'est pas un boulot en plus, mais qui est une opportunité de plus, qui animait le résultat des avis comme un nouveau KPIs. Et de se dire, j'ai un outil de plus pour pouvoir faire performer mes équipes. Mais ce n'est pas un boulot en plus, c'est une opportunité de plus. Et ça change tout quand on le présente comme ça. Et alors, ça c'est un sujet qui me tient fort à cœur, c'est faire de la satisfaction un projet collectif. Aujourd'hui, la satisfaction client, elle n'est pas inhérente au magasin. La satisfaction client, elle est à tous les points d'attribut de la marque. Que ce soit, ça démarre par la qualité de son produit, c'est vraiment, vous l'avez à chaque endroit. Du coup, si le magasin pense qu'il est tout seul à se battre sur ce sujet, vous risquez d'en perdre un ou deux. Si par contre, il a vraiment conscience que c'est un projet collectif de l'entreprise et que c'est quelque part le sujet unique qui réunit toute l'entreprise, ça donne un peu plus de sens. Donc dans la notion de projet collectif, c'est déjà comment on leur facilite la vie au magasin. On a vu, ce qui est nouveau, c'est les inciter à collecter des avis. Comment je leur facilite la vie ? OK, alors c'est du basique, vous l'avez certainement tous, c'est le QR code en caisse. Ça peut être aussi le QR code qui est affiché sur la fiche de la porte, parce qu'on n'est pas forcément obligé de laisser un avis parce qu'on est passé en caisse. Ça peut être, vous avez selon vos logiciels de caisse la possibilité d'intégrer le QR code en pied de ticket ou ticket dématérialisé. Donc ça, c'est pour la partie plutôt avis Google. Et puis, il y a le mail qui est envoyé aux clients fidèles de l'enquête NPS et avec le lien vers Trustville. Ça, aujourd'hui, tous ces éléments-là, ils marchent très bien que s'ils sont communiqués par l'équipe. Si vous mettez tout ça en place, mais que l'équipe n'en parle pas, ça a marché la première semaine et après, ça ne marchera plus. Un petit exemple concret, là, je suis en train de bosser avec une marque et un nouveau concept store a ouvert. On l'a mis en plan d'action, elle a 14 avis tous les jours. Donc, quelque part, ça marche quand... Alors, après, il faut comment on fait pour le faire tenir dans la durée. L'idéal, c'est pas de se dire j'ai 14 avis tous les jours. Là, dans le cas d'une ouverture de magasin, ça a du sens parce qu'il faut que le faire référencement, on avance vite. Mais pour les autres, c'est quelle régularité je mets en place et comment je fais pour pouvoir récolter ces avis. À un moment donné, est-ce que c'est je donne le QR code et puis au petit bonheur la chance, on verra bien si le client le fait, ou est-ce que je lui demande de le faire dans l'instant. Et ça a plus de vertu. C'est de lui dire je vous laisse flasher le temps que je vous prépare vos articles, c'est précieux pour moi, c'est un soutien ça valorise le travail et le moment qu'on a passé. Et généralement, ça marche. Par contre, on est clair, juste un QR code tout seul ne marchera pas. Donc, il faut le QR code parce que c'est ce qui va permettre d'aider les équipes de vente à en parler. Mais juste de le mettre, si vous n'avez pas le soutien des équipes, ça risque d'être moins probant. Faire de la satisfaction client un projet collectif. Alors là, c'est aussi de se dire le lieu de visibilité des avis aujourd'hui, c'est les pages Google My Business.
Et comment, au niveau de la marque, sont adressées les pages Google My Business? Est-ce qu'elles sont vivantes? Est-ce qu'elles sont justes? Parce que le but de cette e-réputation, c'est aussi de faire du drive to store. Et pour faire du drive to store, il faut qu'au-delà du nombre d'avis et d'être bien référencée, la page, elle veuille bien dire quelque chose. Donc, est-ce qu'on a des photos? Est-ce qu'on a des photos de l'équipe pour humaniser cette expérience client? Est-ce que les posts des réseaux sociaux sont intégrés dessus? Ça aide aussi au référencement. En termes d'acquisition, ça a un peu de sens aussi. Et d'une marque à l'autre, c'est des sujets qui ne sont pas forcément adressés. Le relais des avis sur le store locator, comment il est géré? Il y a aussi, alors là, c'est peut-être pas aux équipes retail de s'en occuper, mais c'est plus large, et on est sur la satisfaction client, il y a la notion d'exemplarité. La plupart des marques sont plutôt au fait sur les pages de chaque point de vente. Par contre, sur la page Google My Business du siège social, c'est une autre histoire. Personne n'y répond et les notes sont catastrophiques. Donc c'est aussi, n'oubliez pas que vos équipes en magasin, elles regardent et elles se disent quoi? Elles se disent, nous, on est sur notre tête à répondre aux avis, à faire ci, à faire ça, mais celui du siège, quoi? Sachant que les sujets, si vous regardez sur les sièges sociaux, généralement les notes ne sont pas bonnes. Les sujets que vous aurez, c'est beaucoup du e-commerce, mon colis, le service client qui est pas joignable, ou alors des salariés pas contents qui s'expriment sur cette plage-là. Néanmoins, ça reste, si je me ressente sur le sujet, c'est comment j'embarque mes équipes, c'est en étant exemplaire aussi par rapport à ça, et de dire la satisfaction client, elle est à tous les endroits. Le projet collectif, c'est ce dont je vous parlais, c'est les feedbacks. Aujourd'hui, en fonction des remontées que vous avez grâce aux avis clients, ça peut avoir des incidences sur des modifications de produits, soit de qualité, soit d'innovation de nouveaux produits. Ça peut être aussi de se dire on a des irritants et aujourd'hui il faut qu'on mette en place un tracking des colis pour que le client puisse suivre la livraison. Donc il y a plein d'améliorations et pour que ce soit perçu par les équipes de magasins, il faut leur redescendre. Et l'idée c'est d'avoir des rendez-vous avec les boutiques ou dans les newsletters comme vous voulez, de manière à ce qu'on puisse redescendre ces éléments. Animer et piloter la performance. Donc là on revient très business, très KPIs. Pour ça, il faut d'abord engager les équipes. Pour engager et impliquer les équipes, il y a plein de moyens de le faire. Ça peut être de créer des groupes de travail autour de la satisfaction client, que ce soit des groupes de responsables de magasins ou pas. Ça peut être de faire des ateliers de questionnaire de NPS, parce que c'est bien quand il bouge ce questionnaire. S'il reste identique tout le temps, les clients qui sont des clients habituels, ils vont se lasser d'avoir toujours le même, ça c'est le premier. C'est une mine d'or pour pouvoir aller chercher de l'info. Quand on veut lancer un nouveau produit, un nouveau service, on peut rajouter 1 ou 2 questions. Et puis parfois, on le voit, vous savez que cette note-là, elle n'est pas d'actualité parce que vous avez une problématique de stock et que forcément, vous allez avoir, pendant tout ce mois-là, le fait de dire le stock n'est pas disponible. Vous le savez à l'avance. Peut-être que cette question, elle peut être enlevée et ça peut être challengé ou remplacé par autre chose et challengé par les équipes qui soient, si vous voulez garder leur adhésion, il faut qu'ils croient dans les questions qui sont dans le questionnaire. Et le fait de faire remonter l'information par le terrain, ça a aussi beaucoup de vertus. Les templates de réponse aux avis, ça peut aussi avoir du sens, même si l'IA est en renfort accru sur le sujet, mais il y a aussi les expertises terrain qui peuvent aider à l'alimenter. Gérer de la remontée d'infos, c'est facile aujourd'hui. Vous faites un Google Forms ou autre chose et vous avez avant faire de la collecte d'infos et de le dépouiller, il fallait qu'on ait du staff pour le faire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc ça permet vraiment d'impliquer les équipes en leur disant votre avis est important. Au-delà de nous intéresser, il permet aussi de faire évoluer les choses. Et toujours sur cette notion de donner le feedback. Donc là, on arrive sur les KPIs, le nerf de la guerre. Donc, animer et motiver dans la durée, c'est définir les objectifs et les KPIs clés. Et surtout, ritualiser les moments de suivi. Parce que si on en parle un petit moment qu'on arrête, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc là, il y a plusieurs moyens de fonctionner. La note, qui est le juge de paix et ce qu'on aime bien voir en premier. Donc là, il y a plein de manières de le redescendre. Soit vous pouvez le faire au périmètre du pays, de la région, du magasin. Vous pouvez regarder la valeur de la note. Ce qui a plus de sens, c'est surtout aussi sa progression. Et sur quelle temporalité vous voulez le regarder. Moi, j'ai eu l'habitude et j'ai toujours l'habitude de l'animer à la semaine.
parce que ce qui se passe sur une boutique, c'est chaque semaine. Et du coup, de pouvoir animer au magasin et de lui dire ta note, elle a progressé de temps. Et alors après, ça peut être en granularité au mois, mais en tout cas, qu'il y ait des étapes de temporalité. Semaine, mois, trimestre, semestre et année, c'est des bons étalons et pour pouvoir vraiment suivre ce paramètre-là. La note, c'est pas tout. La progression, elle a aussi du sens, mais c'est aussi le nombre d'avis. Et là, ça va avoir une logique de référencement. Au plus il y a d'avis, au plus je remonte. Et dans une logique de drive to store, c'est ça qu'on veut faire avec la e-réputation, c'est d'être visible. Donc là aussi, il y a le nombre d'avis, mais il y a la progression du nombre d'avis. Et là, on peut être un peu plus chirurgical là-dessus. Vous avez la possibilité de gérer des clusters dans au même titre que ceux qui travaillent du taux de transfo. On ne va pas comparer le taux de transfo d'un magasin qui fait 1 million avec celui qui fait 200 000, parce qu'on n'a pas le même nombre d'entrées. Là, c'est un peu pareil. Vous pouvez très bien aussi clusteriser et de se dire par rapport au nombre... Par exemple, je classe en nombre de clients servis ma semaine et je regarde le nombre d'avis que j'ai pu avoir. Et dans mon cluster, c'est quoi mon curseur et comment je l'anime, et je pars du réel. Là où vous pouvez aussi l'envisager, et c'est peut-être un peu plus ambitieux, c'est non pas de le faire sur les clients servis, mais c'est de le faire sur les clients entrés. Parce que l'expérience client, c'est pas forcément une expérience d'achat immédiate. Et que souvent, le client pas satisfait, il n'est pas passé en caisse. Parce qu'il est parti avant. Donc, quelque part, il y a aussi cette possibilité-là de pouvoir regarder et d'animer les leviers et les KPIs par ce biais-là. Le NPS, il a plutôt une vertu interne de comment on s'améliore et pas du tout de visibilité externe pour le client. Le client, il voit les notes Trustville, il voit la note Google. Néanmoins, le NPS, il est essentiel pour s'améliorer. Donc là, on ne va pas être dans une logique réelle de drive to store, visible, mais en tout cas, on est indirectement dans de la professionnalisation par rapport à ça. Et l'idéal sur le NPS, effectivement, c'est de le regarder en sectoriel, parce que les écarts sont très différents d'un secteur à l'autre, et que en tout cas sur le périmètre, l'idéal c'est peut-être de le regarder à des échéances un peu plus long terme que les notes Google qui ont plus de sens à la semaine. Mais ça, c'est variable d'un réseau à l'autre. Et le benchmark, que les équipes adorent, parce que les équipes commerciales, c'est des compétiteurs et on veut être toujours sur la première place du podium. Donc ça, c'est un levier qui marche super bien. C'est d'aller driver le fait de dire, OK, j'anime et je communique sur tous les premiers et tous ceux qui sont dans le ranking en premier, et de pouvoir, à hauteur d'une région, dire sur les magasins, on a X% des magasins qui sont premiers. À qui le tour ? Donc ça, c'est des éléments très chiffrés, mesurables, qui peuvent permettre aussi de faire performer sur la satisfaction client. Mesurer et analyser. Donc je reprends, parce que je partage la conviction sur la notion de valoriser. Mesurer et analyser, c'est aussi partager ce qui marche. Donc ça a été très bien expliqué ce matin, donc je ne vais pas en remettre une couche. C'est aussi la mise en place de challenges, qui soient au niveau des pays, des régions. Ça, les magasins et les équipes magasins adorent jouer. Donc après, le gain, il n'est pas forcément énorme, hein, mais ça peut aussi être un moyen d'animation pour enrôler et pour motiver. Un challenge, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit ponctuel. Si un challenge est permanent, c'est plus un challenge. Et donc, du coup, ça s'étiole. Mais du coup, c'est d'identifier, de se dire à quel moment c'est pertinent pour nous de faire des challenges, comment on les anime, sur quelle durée et comment on redescend l'information. Fêter les victoires, les podiums, ça marche bien aussi. Comme là, les remises de prix, on est sur la même logique. Et ça valorise et ça marche toujours. Et le podium, c'est juste un dessin sur une newsletter, hein. Ça n'a pas besoin d'être une cérémonie. Les équipes, elles adhèrent très très vite. Donc c'est de le ritualiser en fait. Et récompenser. Donc là, le cadeau du challenge, ça peut être un M&M's, un paquet d'M&M's avec vous êtes des warriors. Enfin, c'est pas obligé d'être des budgets colossaux, hein. On est à une époque où il n'y a pas de budget, donc il faut être malin dans ce qu'on trouve comme petit gain. Mais après, il y a aussi une notion salariale, on va pas se leurrer, c'est de se dire ok, comment on est valorisé là-dessus. Donc il y a des réseaux qui font des primes, il y en a qui en font pas. Moi, ma conviction, c'est que la prime, c'est intéressant, mais ça peut pas être une prime que sur la satisfaction client, parce que ça n'a pas de sens. C'est plutôt de se dire quelle est la prime qualitative qu'on peut mettre en place
pour pouvoir onboarder tout le monde. Et là, il y a d'autres sujets. Il y a la satisfaction client qui rentre dedans, qui peut être un quota de cette prime. Il y a aussi le taux de fidélisation. On encarte combien de nos clients servis, qui porte la performance de la marque, parce qu'un client fidèle, c'est un client qui dépense plus, et ça c'est clair, et d'un réseau à l'autre, ça change tout. Et vous avez aussi la part de toutes les actions omnicanales aujourd'hui qui sont demandées aux magasins, qui portent la performance de la marque et qui, sur certains réseaux, sont déjà inclus parce que le chiffre d'affaires leur est réattribué et que ça s'agrémente dans leurs primes liées au chiffre d'affaires, mais ça reste encore très marginal. Et cette prime qualitative, elle permet de pouvoir englober tous ces sujets qui sont les enjeux de pérennité des marques et de croissance des marques, et de pouvoir faire courir, parce que c'est ça, ça revient à ça finalement, faire courir les équipes dans une dynamique gagnante-gagnante. Donc voilà, c'est une proposition, c'est un partage, et à chaque fois que je l'ai mis en place, généralement, ça a permis de montrer des vraies évolutions dans la collecte des avis et dans l'implication, parce que le donnant-donnant, il doit aussi exister. Ça, c'est pour les succursales. Et nos amis affiliés et succursales, on fait comment? Parce qu'avec eux, c'est toujours un peu plus compliqué. Ce schéma-là, mais ça, c'est les directions générales généralement qui prennent les décisions, il y a possibilité aussi de l'envisager sur un point, un demi-point, un quart de point de redevance. Ça peut être des sujets pour pouvoir embarquer aussi les équipes. Donc là, effectivement, tout dépend qui prend les décisions, mais un directeur retail, il peut impulser. Il peut donner aussi l'idée que ça peut être pertinent de le faire. Parce que c'est là aussi du gagnant-gagnant. Et si les affiliés et les partenaires franchisés jouent le jeu, là, tout le monde y gagne, la marque aussi y gagne. Donc ça vaut le coup peut-être de réfléchir à la donnée. Si on fait un petit focus sur les affiliés franchisés, on est vraiment sur la culture de résultat. Cherchez pas dans les arguments clés, c'est ce qui marche. Et là, il faut démontrer les bénéfices. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est ça. Et de prouver que ça marche. Et que le Drive to Store fonctionne. Vous avez des outils de management de vos pages Google My Business qui vous donnent ces données-là. De se dire un magasin qui a augmenté son nombre d'avis, un magasin qui a augmenté sa note, de combien les actions d'itinéraires ont augmenté, de combien les appels en magasin ont augmenté. Ce sont des données qui permettent de convaincre des partenaires affiliés. Parfois des succursales aussi, mais les partenaires, ils voient tout de suite, ok, c'est clair. Si j'ai eu X% d'itinéraires en plus, ça veut dire que ces clients, ils sont venus me voir, et donc c'est du chiffre que je peux faire. Donc c'est toujours de se dire à qui je parle et quel est le message qui va lui aller droit dans sa motivation pour que ça actionne. Et ça marche plutôt bien. Et c'est factuel, c'est pas du ressenti. Et après, pour les affiliés, il y a aussi cette part de charge de travail. Si aujourd'hui, les affiliés répondent eux-mêmes aux avis, alors même s'il y a l'IA et que ça peut aller très vite, il y en a beaucoup qui veulent pas le faire parce qu'ils n'ont pas envie de se faire suer à répondre. Et parfois, c'est le seul irritant qui fait qu'ils jouent pas le jeu. Et c'est dommage que ce soit juste ça qui fait qu'ils ne jouent pas le jeu alors qu'il y a bien beaucoup de bienfaits. Ça peut peut-être être, si c'est le cas, de réfléchir à ce que ça peut pas être le service client qui prend la réponse aux avis, parce que des avis, si on n'y répond pas, ça n'a pas de sens, mais de regarder aussi en organisation quels sont les vrais irritants de nos affiliés à pas le faire. Et être plus dans l'écoute, parce que des solutions, souvent, très honnêtement, c'est ça qui est leur blocage. Ça paraît ubuesque, mais c'est souvent la réalité. Donc voilà, petit partage sur ce point-là. En conclusion, je ne sais pas si en timing je suis assez, pas assez, je ne sais pas si ça vous va, mais bon, voilà, pour conclure. Moi, un sujet qui me tient à cœur, c'est l'omnicanalité, parce que je pense qu'aujourd'hui, le commerce est omnicanal. Et l'omnicanalité, c'est du parcours client, c'est forcément de la satisfaction client, mais ça va bien au-delà de ça. L'omnicanalité, c'est repenser l'intégralité de l'organisation des entreprises aujourd'hui. C'est désiloter les organisations. Les précarés, c'est fini. Il n'y a pas les magasins d'un côté, le site de l'autre, le produit, la logistique, tout est mêlé. Et ça, les marques qui vont s'en sortir le mieux, c'est celles qui vont aller jusqu'au bout de l'omnicanalité, qui vont repenser leurs organisations. Et je trouve que le sujet de la satisfaction client est le meilleur sujet pour amorcer ça. Parce que c'est le sujet qui réunit toutes les équipes. Les équipes produits, elles font un produit pour satisfaire le client. Les équipes marketing, elles travaillent à satisfaire le client. Le service client, c'est sa raison d'être.
les magasins aussi, la logistique. Elle travaille à satisfaire le client pour que le produit soit rapidement chez lui ou que le bon produit soit dans le bon magasin. Donc c'est le sujet qui unit l'intégralité de toutes les personnes et les collaborateurs, même pas des directions de service, de tous les collaborateurs. Donc c'est un sujet qui est au-delà du levier de chiffre d'affaires, c'est aussi celui qui va permettre de révolutionner les organisations, et c'est une nécessité aujourd'hui, de pouvoir désiloter tout ça et de pouvoir travailler sur une vraie omnicanalité où tout le monde y gagnera, les collaborateurs, parce que c'est de la montée en compétences, c'est de pouvoir œuvrer sur tous les sujets transverses. Et donc voilà, c'était mon petit partage de ma conviction du moment. Je vous remercie.